qui ont façonné le monde entier. Des récits si puissants qu'ils ont inspiré des révolutions, aboli des systèmes d'oppression et donné espoir à des millions de personnes à travers les siècles prochains. L'histoire d'un peuple réduit en servitude qui se lève, traverse une étendue d'eau miraculeusement ouverte et marche vers la liberté. Vous la connaissez, on vous l'a racontée depuis l'enfance, mais il y a un détail, un seul détail chiffré, profiera le prochain, que les manuels scolaires oublient toujours de mentionner. Selon le texte lui-même, ils étaient 600 000 hommes à pied sans compter les enfants et les femmes. Cela fait environ 2 millions de personnes errant dans un désert hostile pendant 40 ans. 2 millions de personnes, c'est la population d'une métropole moderne. Et pourtant, l'archéologie moderne a retourné chaque grain de sable de ce désert. Ils ont utilisé les satellites, les radars pénétrants, les fouilles systématiques. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Zéro, aucune trace, aucun campement, aucune sépulture, aucune poterie, rien. Comment une civilisation entière peut-elle disparaître sans laisser la moindre empreinte? Vous avez le recul nécessaire pour comprendre que lorsqu'une absence est aussi totale, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le signe que l'histoire qu'on nous raconte n'est pas un reportage journalistique, mais autre chose, quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus humain et infiniment plus fascinant. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va changer votre compréhension de la façon dont les grandes civilisations forgent leur mythe fondateur. Pour comprendre l'ampleur de ce silence archéologique, il faut d'abord mesurer ce que 2 millions de personnes représentent en termes de logistique et de survie. Imaginez un instant. Vous devez déplacer une population équivalente à celle de Paris intramuros, les plus arides et les plus impitoyables de la planète. Le désert du Sinaï selon le récit gelé. Cette multitude a campé à des endroits précis, mentionnés nommément dans les textes anciens, Kadesh Barnéa par exemple, où ils auraient passé 38 ans, presque 2 générations entières passées au même endroit, dans une oasis du désert. Dans les années 70 et 80, des archéologues de l'université de Tel Aviv ont mené fouilles exhaustives à Kadesh Barnéa, identifiées aujourd'hui comme l'oasis d'Ain Koudeirat, des traces d'occupation humaine, oui, des forts de l'âge du fer, des poteries, des outils, mais ces traces datent du 10e au 6e siècle avant notre ère. Rien, absolument rien, correspond à la période supposée de l'Exode, au 13e siècle avant notre ère. Aucune trace d'un campement massif, aucune couche de cendres indiquant des feux de camp de millions de personnes, aucun os d'animal consommé en masse. Prochain roi. Le désert du Sinaï est un milieu extrême, mais c'est aussi un milieu qui conserve extraordinairement bien les traces du passé. Le climat sec préserve le cuir, le bois, les tissus, les empreintes. Les archéologues y ont retrouvé des campements de petits groupes de nomades datant de milliers d'années avant notre ère. Ils ont retrouvé des traces de mineurs de cuivre égyptiens de la même époque que les événements supposés. Prochain roi. Mais de ces 2 millions de personnes, de leurs troupeaux immenses, de leurs chars, de leurs tentes, il ne reste pas le moindre éclat de poterie. Israel Finkelstein, l'un des plus grands archéologues contemporains, procurateur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, a résumé cette situation avec une clarté dévastatrice dans son ouvrage monumental coécrit avec Neil Asher Silberman, Archéologie à explorer. Chaque recoin de la péninsule du Sinaï et que l'absence totale de preuves matérielles d'un exode massif est un fait scientifique établi. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est un silence. De la terre elle-même, et ce que je vais vous révéler maintenant, personne ne vous l'a encore dit avec autant de précision sur la manière dont l'archéologie moderne a littéralement retourné chaque grain de sable du désert pour trouver la vérité. Si le désert ne parle pas, peut-être que les villes mentionnées dans le récit vont nous donner des indices. Le texte décrit les Hébreux contraints de bâtir pour le pharaon des villes de stockage, nommément Pithom et Ramsès. C'est un détail historique très précis. N'est-ce pas? Cela devrait nous permettre de dater l'événement avec certitude. Mais c'est ici que l'histoire commence à se fissurer. Les archives égyptiennes sont parmi les plus prolifiques et les mieux conservées de l'Antiquité. Les Égyptiens notaient tout, les entrées et sorties de marchandises, les campagnes militaires, les naissances royales, les décès, les travaux des chantiers, les rations distribuées aux ouvriers étrangers. Nous avons des milliers de papyrus communs, d'inscriptions sur les murs des temples, de stèles commémoratives. Nous savons ce que mangeaient les ouvriers qui ont construit les pyramides. Nous connaissons les noms de leurs contremaîtres. Nous avons même retrouvé leur registre de doléances quand la bière venait à manquer. Mais de cette présence massive de populations sémites réduites en servitude au XIIIe siècle, de cette révolte, fuite catastrophique où l'armée égyptienne d'élite, les chars de guerre du pharaon, aurait été engloutie dans la mer. Il n'y a pas une seule ligne, pas une seule mention dans les annales impériales. L'Égypte n'aurait pas pu ignorer une telle catastrophe, perdre une armée entière, voir sa main-d'œuvre s'enfuir, subir des fléaux dévastateurs. C'est un effondrement géopolitique majeur. Pourtant, le silence des sources égyptiennes est absolu. Pire encore, examinons les noms de ces villes. Pithom et Ramsès. Le nom Ramsès fait référence à Ramsès II, le grand pharaon bâtisseur qui a régné au
XIIIe siècle avant notre ère. C'est cohérent, direz-vous, mais les historiens et les égyptologues comme Redford ont démontré que ces villes, sous ces noms précis, n'existaient pas à l'époque supposée de l'Exode, Roche-Roi. Le nom Pi-Ramsès n'apparaît dans les textes égyptiens que beaucoup plus tard, et la ville de Pithom, identifiée à Tel el-Maskouta, n'a été fondée et n'a pris de l'importance qu'à la fin du 7e siècle avant notre ère, prochain El Teva, sous la 26e dynastie, à l'époque saïde, soit plus de 600 ans après la date traditionnelle de la sortie d'Égypte. Vous comprenez le problème, prochain roi. C'est comme si un récit contemporain sur la Seconde Guerre mondiale mentionnait que des soldats se sont battus dans les rues de Stalingrad en utilisant des téléphones portables. C'est un anachronisme flagrant. L'auteur du texte a utilisé les noms géographiques et les réalités politiques de son propre temps, et non ceux de l'époque où l'histoire est censée se dérouler. Et ce n'est pas le seul anachronisme qui trahit la véritable époque de rédaction de ce texte. Attendez, parce que ce qui suit encore plus troublant concernant les détails du quotidien qui échappent à la plupart des lecteurs, le texte mentionne à plusieurs reprises que les Hébreux avaient des chameaux pour transporter leurs biens. Or, l'archéozoologie, l'étude des ossements d'animaux anciens, a démontré que la domestication massive du chameau, le dromadaire, n'a eu lieu dans la région qu'à la toute fin du 2e millénaire, voire au début du 1er millénaire avant notre ère, bien après l'époque supposée des patriarches et de l'Exode, à l'époque de Ramsès II. Le chameau n'était pas encore une bête de somme courante pour le transport de marchandises ou les déplacements de masse. On utilisait des ânes, mentionnait des chameaux dans un récit du XIIIe siècle, au fond 3. C'est exactement comme placer des chevaux dans une histoire se déroulant à l'âge de pierre. De même, le texte parle de la peur des Philistins, Sappan affirmant que le divin a fait faire un détour au peuple pour éviter le pays des Philistins. C'est les Philistins, les fameux peuples de la mer, ne se sont installés sur la cocotière de Canaan, la région de Gaza, qu'aux alentours de 1200 avant notre ère, après avoir été repoussés par Ramsès III. Ils n'étaient tout simplement pas là au moment où l'exode est censé avoir eu lieu. Tous ces indices convergent vers une même conclusion inéluctable, validée par la critique historique moderne et la théorie documentaire développée par des chercheurs comme Richard Elliott Friedman. Le récit de l'exode, tel que nous le lisons aujourd'hui, n'a pas été écrit par un témoin oculaire marchant dans le sable du Sinaï. Il a été compilé, tissé et édité des siècles plus tard. Mais alors, si ce n'est pas un reportage historique, qu'est-ce que c'est? Et surtout, pourquoi répondre à cette question? Il faut se transporter dans le temps, bien après l'époque supposée des faits. Nous sommes au 7e siècle avant notre ère, dans le petit royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Le contexte géopolitique est tendu, violent, marqué par la menace constante des grands empires voisins. Au nord, le royaume frère d'Israël a déjà été écrasé et ses populations déportées par l'empire assyrien. C'est un traumatisme majeur. Les fugitifs du nord affluant vers le sud, vers Jérusalem. Le roi qui règne alors sur Juda s'appelle Josias. C'est un souverain ambitieux, profondément réformateur, habité par une vision nationale et religieuse puissante. Josias a un rêve, unifier les deux anciens royaumes, le nord et le sud sous une seule bannière, un seul temple, une seule loi. Il veut reprendre les territoires du nord, anciennement israéliens, maintenant sous contrôle assyrien ou égyptien, pour restaurer la grandeur d'un royaume idéal, mais pour mobiliser un peuple, pour justifier des campagnes militaires et des réformes religieuses radicales. Pour un récit fondateur, il faut une épopée qui donne du sens, qui légitime les revendications territoriales, qui forge une identité indestructible. C'est dans ce contexte précis, sous le règne de Josias, que les scribes de la cour et les prêtres du temple vont compiler les anciennes traditions orales, les fragments de poèmes, les légendes locales, pour forger le grand récit national. Et c'est à ce moment-là que le texte biblique lui-même nous raconte un événement étrange et révélateur, selon le 2e livre des rois. Lors de travaux de rénovation dans le temple de Jérusalem, le grand prêtre Hilkia découvre soudainement un rouleau ancien, le livre de la loi qui était perdu. Il le fait lire au roi Josias, et Josias, en entendant les mots de ce livre, déchire ses vêtements aux un roi. Terrifié par les malédictions qui y sont écrites contre ceux qui ne respectent pas l'alliance, il lance alors une purge religieuse sans précédent et applique à la lettre les réformes dictées par ce texte. Les historiens modernes, que ce gelé, comme Thomas Romer, spécialiste de la Bible hébraïque, ont analysé cet épisode avec un regard critique. Il est hautement probable que ce livre découvert miraculeusement ne soit autre que le noyau du Deutéronome, la 5e partie du Pentateuque. Et ce texte, loin d'être un vieux parchemin oublié depuis des siècles, porte toutes les marques de la théologie et de la politique du 7e siècle. Il centralise le culte à Jérusalem, interdit les sanctuaires locaux et promeut une idéologie nationaliste forte. Le récit de l'Exode sert parfaitement les intérêts de Josias en racontant comment un peuple faible, réduit en servitude par le plus grand empire de l'époque, l'Égypte, a été libéré par une intervention surnaturelle pour conquérir sa terre promise. Les scribes de Josias envoient un message politique clair à leur propre peuple. Nous avons déjà vaincu l'Égypte avec l'aide du divin.
divin. Nous pouvons vaincre. À nouveau, la terre du Nord nous appartient de droit. Elle nous a été promise lors de cette libération originelle. L'Exode n'est pas l'histoire d'une fuite désespérée au XIIIe siècle. C'est le miroir des aspirations, des peurs et des espoirs du royaume de Juda au VIIe siècle. C'est une arme de propagande spirituelle et politique, conçue pour souder une nation face à l'adversité impériale. Mais avant de continuer, repasser profane roi. Voici ce qu'il faut absolument comprendre sur la manière dont les traumatismes collectifs façonnent les mythes éternels. L'histoire ne s'arrête pas au VIIe siècle. Le projet de Josias va connaître une fin tragique avant notre ère. En 600, la rencontre du pharaon Necha II à Megiddo et trouve une fin violente sur le champ de bataille. Peu après, l'empire assyrien s'effondre définitivement. Mais il est immédiatement remplacé par une puissance encore plus redoutable, l'empire babylonien. En 586 avant notre ère, le roi Nabuchodonosor II prend Jérusalem, détruit le temple, l'élite du royaume en exil à Babylone. C'est le traumatisme absolu, l'effondrement de tout leur univers. Le divin les a-t-il abandonnés? Leur histoire est-elle terminée? C'est dans le creuset de cet exil babylonien que les scribes judéens, loin de leur terre, vont reprendre les textes compilés sous Josias et les réécrire, les amplifier, leur donner leur forme finale et définitive. Prochain roi. L'expérience de l'exil à Babylone devient la grille de lecture ultime du récit de l'Exode. Ils sont à nouveau en terre étrangère, sous la domination d'un empire oppressif, nostalgique de leur terre perdue. Prochain roi. Le récit de leurs ancêtres sortant d'Égypte prend alors une résonance nouvelle, bouleversante, existentielle. Il devient la promesse que la libération est toujours possible, que l'oppression n'est jamais le dernier mot de l'histoire. Prochain roi. Les lois attribuées à Moïse sur le mont Sinaï, ses règles de justice sociale, de protection de la veuve et de l'orphelin, de repos hebdomadaire, prennent tout leur sens. Elles sont l'antithèse de l'arbitraire impérial babylonien. Et ici, David Roi. Les travaux de chercheurs comme Vidwhite sur les parallèles juridiques sont fascinants. Les lois mosaïques partagent de nombreuses similitudes structurelles avec les grands codes juridiques du Proche-Orient ancien, Prochain roi, notamment le célèbre code d'Hammurabi, rédigé en Mésopotamie des siècles plus tôt, la loi du talion, les règles sur les dommages matériels, le traitement des serviteurs. Tout cela s'inscrit dans une tradition juridique régionale partagée. Mais les scribes en exil ont opéré une révolution théologique. Dans le code d'Hammurabi, les lois sont données par le dieu soleil Shamash au roi pour maintenir l'ordre et protéger les intérêts des puissants. Dans le récit du Sinaï, la loi n'est pas donnée à un roi, mais à l'ensemble du peuple. Chaque individu, du plus riche au plus pauvre, est engagé dans l'alliance. C'est une démocratisation du sacré, conceptuel majeur qui va structurer la pensée occidentale et le mythe de la naissance de Moïse lui-même, placé dans un panier sur le Nil pour échapper à un décret d'élimination, trouve des échos frappants dans les légendes mésopotamiennes, comme le mythe de Sargon d'Akkad, qui, des siècles plus tôt, aurait été abandonné dans un panier d'osier sur l'Euphrate avant de devenir un grand empereur, un roi. Les auteurs bibliques ont puisé dans le réservoir mythologique commun de leur époque, dans la grande bibliothèque culturelle du Proche-Orient, pour forger l'identité de leurs propres héros. Ils n'ont pas copié par plagiat, ils ont adapté chien roi, transformé, intégré ces motifs universels pour exprimer leur propre vérité jusqu'ici. Ce moment va tout changer dans votre compréhension de la résilience humaine face à l'histoire. Alors, douce, focussons-nous de cette vérité historique. C'était le livre considéré que tout n'est que mensonge et manipulation politique. C'est la réaction de ceux qui n'ont pas le recul nécessaire. Ceux qui confondent la vérité factuelle et la vérité symbolique. Vous, avec votre expérience de la vie, vous savez que les plus grandes vérités humaines ne se mesurent pas à l'aune d'un carbone 14 ou d'une couche stratigraphique. Le récit de l'Exode n'est pas un documentaire historique sur le XIIIe siècle avant notre ère. C'est le chef-d'œuvre littéraire et spirituel d'un peuple qui a refusé de disparaître. C'est le cri de révolte de ceux qui ont connu l'humiliation de l'exil, la perte de leur souveraineté, la destruction de leur centre vital, et qui ont choisi de répondre par la création d'une espérance indestructible, transformer leur défaite géopolitique en une victoire morale et théologique absolue. L'empire babylonien a disparu, ses palais sont en ruine, ses dieux sont oubliés, mais le chant de libération des Hébreux, la vision d'une justice qui transcende la force brutale, l'idée qu'aucun pharaon, aucun empereur, aucun système d'oppression n'a le dernier mot sur la dignité humaine. Cela a traversé les millénaires. Pensez à l'impact de ce mythe. Il a nourri la résistance des premiers chrétiens face à Rome. Il a inspiré les réformateurs protestants. Il a donné aux puritains fuyant l'Europe la conviction qu'ils traversaient l'océan pour atteindre une nouvelle terre promise. Il a été le socle spirituel du mouvement des droits civiques aux États-Unis, quand Martin Luther King s'écriait qu'il avait vu la terre promise la veille de sa disparition tragique. Il ne parlait pas d'archéologie. Il activait la matrice la plus puissante de la libération humaine jamais conçue. Le mythe de l'Exode fonctionne parce qu'il touche à une vérité universelle de la condition humaine. Nous sommes tous, à un moment de notre vie, en serviteur
solitude, de nos peurs, de nos addictions, de nos traumatismes, de systèmes sociaux injustes. Et nous aspirons tous à cette traversée du désert, à cette marche longue et éprouvante vers une liberté intérieure, que n'est pas une punition. C'est le lieu de la transformation. C'est là que l'identité se forge, que les anciennes chaînes tombent, que la nouvelle génération, celle qui n'a pas connu l'Égypte, prépare à entrer dans sa propre existence. Accepter que l'exode soit une construction humaine, tardive, politique et théologique, n'enlève rien à sa puissance, au contraire, cela la magnifie. Robin. Cela signifie que ce ne sont pas des anges descendus du ciel qui ont écrit ces mots, mais des hommes et des femmes en exil, pleurant au bord des fleuves de Babylone, et qui, malgré leur désespoir, forcent d'écrire un hymne à la liberté pour les générations qu'ils ne verraient jamais. Ils nous ont légué non pas un manuel de géographie ancienne, mais une boussole morale. La prochaine fois que vous entendrez cette histoire, fouettez les traces des roues de char dans la boue de la mer Rouge. Cherchez plutôt la trace de cette résilience inouïe. Cherchez le visage de ces scribes anonymes qui, dans la poussière de l'exil, ont décidé que leur peuple ne mourrait pas, mais deviendrait le porteur d'un message universel d'émancipation. La vérité historique nous apprend comment les textes ont été écrits, par qui et dans quel but politique au prochain roi. Mais la vérité symbolique nous apprend pourquoi ces textes continuent de faire battre le cœur de l'humanité 3000 ans plus tard. Vous avez maintenant les clés pour lire ces récits fondateurs avec une double vision de l'historien qui examine les preuves et la profondeur du sage qui écoute la musique de l'âme humaine à travers les âges. C'est cela, avoir le recul nécessaire, c'est ne plus être l'otage du littéralisme qui enferme, Crossin Riazin, ni du cynisme qui détruit, c'est être libre de comprendre l'histoire des hommes, pour mieux comprendre sa propre histoire. Et c'est sans doute le plus beau cadeau que vous puissiez transmettre à ceux qui viendront après vous, la capacité de marcher dans le désert de l'existence sans jamais perdre de vue la terre promise de la dignité et de la justice. Mais il faut aller encore plus loin dans cette analyse, car l'archéologie ne s'est pas contentée de trouver des absences, elle a trouvé les véritables origines de ce peuple. Et ces origines sont bien plus fascinantes que le mythe si les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte. D'où viennent-ils? Or, la réponse se trouve dans les collines de Canaan. À la fin de l'âge du bronze tardif, vers 1200 avant notre ère, le monde méditerranéen s'effondre. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de l'âge du bronze. Les empires hittites, séchiens rois, mycéniens, égyptiens vacillent sous les coups des peuples de la mer, des famines, des révoltes internes. Dans ce chaos, les cités-États cananéennes, qui étaient sous la tutelle égyptienne, s'effondrent également. Et c'est tellement précis que l'archéologie, notamment les travaux de William Dever et d'Israël Finkelstein, montrent une explosion démographique dans les hautes terres de Canaan, la Cisjordanie actuelle. Des centaines de petits villages agricoles apparaissent soudainement, sans aucune trace de conquête violente, sans couche de cendres, sans murs d'enceinte massifs. Ces villages présentent une caractéristique architecturale unique, prochain roi. La maison à 4 pièces et une poterie très simple, le collier à bourrelet. Mais le détail le plus révélateur, c'est l'absence totale d'os de porc dans les dépotoirs de ces villages, que les sites cananéens et philistins environnants en regorgent. Cette interdiction alimentaire, qui deviendra la marque de fabrique du judaïsme, apparaît donc bien avant la rédaction des textes bibliques au chaque roi. Elle servait probablement de marqueur identitaire pour se distinguer des voisins, notamment des Philistins, les consommateurs de porc. Ces nouveaux habitants des collines n'étaient pas des envahisseurs venus du désert, Saint-Pavine. C'étaient des Cananéens, des marginaux, des paysans en fuite, des apirous, des nomades chassous, qui se sont sédentarisés dans les hauteurs pour échapper au contrôle des cités-États de la plaine et à l'oppression des empires. Prochain fois bas. C'est parmi ces populations que va naître l'identité israélite, et c'est là qu'intervient la stèle de Mérempta, un monument égyptien daté de 1208 avant notre ère, qui mentionne pour la première fois le nom d'Israël. Pharaon Mérempta se vante d'avoir vaincu ses ennemis en Canaan et écrit « Israël est dévasté, sa semence n'est plus. » Fatir Efed. C'est la preuve irréfutable qu'un groupe appelé Israël existait déjà dans les collines de Canaan à la fin du XIIIe siècle, bien avant l'époque supposée des grands rois David et Salomon, et surtout, bien avant tout exode massif. Ces proto-israélites n'avaient pas besoin de fuir l'Égypte. Ils fuyaient le système féodal cananéen. Ils ont créé une société égalitaire, sans palais royaux, sans temples somptueux, sans tombes riches, cochonniers en procès. Une société qui contrastait radicalement avec les hiérarchies oppressives des cités voisines. Et c'est cette expérience de libération sociale, cette fuite vers les collines pour échapper à l'exploitation, qui a été projetée rétrospectivement dans le mythe de l'Exode. L'Égypte est devenue la métaphore de toute oppression, de tout empire exploiteur, et la sortie d'Égypte est devenue le symbole de la libération de toute servitude. Enfin, vous comprenez maintenant la profondeur de ce mécanisme. Le mythe n'est pas un mensonge, c'est une vérité sociologique et psychologique encapsulée dans une épopée. Les scribes qui ont rédigé le texte des siècles plus tard ont pris cette mémoire collective de résistance et l'ont amplifiée en la plaçant dans le théâtre du plus grand empire de leur
époque, l'Égypte des pharaons, prochains rois. Pour donner à leur lutte une dimension cosmique, c'est un processus que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions. La réalité historique est trop complexe, trop fragmentée, trop locale pour servir de fondement à une identité nationale durable. Il faut un mythe, un récit qui unifie, qui dramatise, qui donne un sens à la souffrance et à la résistance. Et quand on comprend cela, on ne perd pas sa foi en l'humanité, on la renforce. On réalise que nos ancêtres n'étaient pas des marionnettes entre les mains de forces surnaturelles, mais des acteurs conscients de leur histoire, prochains rois. Des hommes et des femmes qui ont lutté pour leur dignité, qui ont inventé des concepts révolutionnaires comme la justice sociale, le repos hebdomadaire, la protection des plus faibles, prochains rois, et qui ont eu le génie de transformer leur modeste résistance locale, qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur de chaque être humain, aspirant à la liberté. C'est là que réside la véritable magie, un roi. Non pas dans l'ouverture miraculeuse d'une mer, mais dans l'ouverture de l'esprit humain vers l'idée que l'oppression n'est pas une fatalité, que les empires, aussi puissants soient-ils, finissent par tomber et que la dignité humaine est indestructible. Vous qui avez traversé les décennies, vous qui avez vu des régimes s'effondrer, des idéologies se disloquer, des certitudes s'évaporer, vous savez que cette vérité symbolique est bien plus solide que n'importe quelle preuve archéologique. Elle est gravée dans notre ADN culturel. Elle nous pousse à nous lever, à marcher, à traverser nos propres déserts et à chercher prochain roi, inlassablement, notre propre terre promise. Et c'est pourquoi ce récit, bien que déconstruit par la science, restera éternellement vivant, car il ne parle pas de notre passé, il parle de notre avenir. Il nous rappelle que nous sommes tous en marche, que nous sommes tous responsables de la construction d'un monde plus juste, et que la véritable libération commence toujours à l'intérieur de nous-mêmes, avant de se manifester dans le monde extérieur. Alors, la prochaine fois que vous lirez ces pages anciennes, ne cherchez pas la validation de la science, cherchez l'inspiration de l'esprit, force de ceux qui ont osé imaginer un monde où le faible triomphe du fort, où l'étranger est respecté, où la terre est partagée, car c'est là le véritable héritage de ces scribes anonymes qui, dans la poussière de Babylone, ont refusé de laisser mourir l'espérance. Et vous, en transmettant cette compréhension nuancée, lucide et profonde, vous offrez aux générations futures non pas des chaînes dogmatiques, mais des ailes pour qu'elles puissent, alors que réinventer le monde avec la même audace et la même espérance que ceux qui, il y a 3000 ans, ont osé rêver d'une mer qui s'ouvre devant les opprimés.